Salut à tous, bienvenue dans le 49e numéro du podcast Hors-Jeu Capital. On va revenir pendant une heure sur le Paris Saint-Germain et son actualité. Avant de vous présenter le sommaire du podcast, je vais déjà vous présenter mes acolytes, mes partenaires pour cette heure d'émission. Une team 100% Paris United. Aujourd'hui, on fait ça entre nous, pas d'invité pour revenir sur le match hier et sur plusieurs points. Tout d'abord avec nous, Mousse. Ça va, Mousse? Salut Hugo, salut tout le monde, ça va très bien, merci. Avec nous également Yacine Amned. Salut à tous. Et Adrien Rivérand, rédacteur en chef chez Paris United, qui fait son retour dans le podcast. Vous l'avez vu déjà plusieurs fois cette saison. Et là, il revient avec nous pour parler du match avant l'Atalanta de mercredi. Ça va, Adrien? Ça va et toi? Ah bah écoute, Oui. impeccable. Les présentations sont faites. Je vais vous présenter le sommaire de l'émission. On va parler en première partie rapidement du match amical, si on peut appeler ça, de préparation contre Sochaux hier au Parc des Princes à huis clos. Courte victoire 1-0 du Paris Saint-Germain face à Sochaux. On passera ensuite aux déclarations de Leonardo dans sa conf de presse un peu informelle qu'il a fait face aux journalistes en off. On reviendra également sur la possible absence de Marco Verratti, victime d'une blessure au mollet contre l'Atalanta. On détaillera justement quel compo aligner face à l'Atalanta avec toutes ces blessures. Je vous le disais donc, on va commencer par le match, même si évidemment il n'y a pas grand-chose à dire. Courte victoire 1-0 du Paris Saint-Germain face à Sochaux, une équipe de D2, sur un but de Choupo-Moting offert par le gardien sochalien, un renvoi sur Florentin Pogba qui a fini dans les pieds de Choupo-Moting, pénalty manqué par Leandro Paredes également, mais voilà. Avant de revenir un peu rapidement sur la compo, voilà, c'est un match de préparation sans en être un, vu le nombre d'absents parmi les titulaires. Je rappelle, il y avait Neymar, Icardi, Kimpembe ou encore Marquinhos qui étaient absents. Mousse, voilà, c'était un match de préparation sans en être un, vu la compo alignée et les absences, et surtout par rapport à l'intensité. Et je rappelle, c'était un match amical avec 2 périodes seulement de 40 minutes de jeu. Ouais, je pense qu'on a clairement vu que c'était surtout pour donner du temps de jeu à ceux qui n'en ont pas eu pendant les 5 rencontres. Après, est-ce qu'il y aurait eu plus de titulaires si on n'avait pas eu la prolongation? J'ai un doute, peut-être qu'il aurait ajouté quelques joueurs, mais le fait que certains ont joué 2 heures face à Lyon, je pense que voilà, il a préféré, je pense qu'il a préféré les mettre au repos et surtout pas prendre de risques. On en reparlera en deuxième partie. L'infirmerie commence à se remplir assez sérieusement. Sur le contenu du match, qu'est-ce qu'il y a à dire? Moi, franchement, à part les 10 dernières minutes où j'ai pu observer quelques jeunes, et notamment Xavi Simons, donc tout de suite, on a vu quand même sur les quelques peu de ballons qu'il a, il joue toujours vers l'avant et il a une belle qualité de passe. Et aussi le jeune défenseur de 15 ans, dont je serais incapable de prononcer le mot. Donc, si Hugo, tu El, peux. Shad- El Je Shaddai, me suis entraîné ce matin. El J'y arrive toujours Shaddai pas. Bichiabu, pardon. El Bichiabu. Khaddai Bitiabou. Voilà, Voilà. 15 ans. Donc, très intéressant, notamment dans ses relances passes longues. Je trouvais qu'il était assez, voilà, pour un gamin de 15 ans, il a fait ce qu'il avait à faire, donc c'est très très intéressant. Pour le reste, voilà, pas grand-chose à dire. Encore un Draxler fantomatique. Et puis un Choupo-Moting plutôt en forme, surtout en deuxième mi-temps. J'ai trouvé très très intéressant l'ami Choupo. Peut-être qu'il pourra rendre quelques services contre l'Atalanta. À part ça, honnêtement, pas grand-chose à dire. La compo du PSG, tu le rappelais, Mousse, dans les cages, c'était Kaylor Navas. En défense, Kolan Agba, Mbesso, Abdou Diallo qui faisait son retour en tant que Oui. titulaire. Juan Bernat, surtout, je pense, et c'est l'enseignement du match, qui a rejoué pendant une heure et qui a été plutôt en jambes. Sarabia, Paredes, Herrera, Draxler, et devant Choupo-Moting, Kalimundo. Adrien, qu'est-ce que tu tires, toi, de ce match d'hier? Surtout l'enseignement, je pense, c'est le retour de Juan Bernat, qui n'avait pas joué une seule minute encore des matchs de préparation et qui a joué une heure, qui a apparu en jambes et qui a montré aucune crainte dans les duels, donc c'est quand même positif. Enfin, une bonne nouvelle médicale. Effectivement, avec le retour de Diallo aussi, il ne faut pas l'oublier parce qu'il pourrait lui aussi avoir une carte à jouer en cette fin de saison, on ne sait jamais. La titularisation aussi de Sarabia qui devrait jouer normalement titulaire face à l'Atalanta, donc c'est pas mal qu'il retrouve un peu de rythme. Surtout que pour des raisons un peu inexplicables, Di Maria a profité d'un crédit absolument incroyable lors des derniers matchs, au détriment justement de Sarabia. Comme a dit Mousse, bah voilà, Choupo, on sait qu'on peut compter sur lui. Ça reste des petits matchs, mais au moins il fait le travail. Et quoi qu'on en dise, bah, il est présent et il montre que, bon, ça m'étonnerait qu'il ait une carte à jouer, mais qu'il est là et qu'il peut être une solution aussi. Après, Bon, il comme aura tu l'as dit, sans doute une carte à jouer à Drib sur le banc en tout cas, et il pourra sans doute rentrer face à l'Atalanta, étant donné les absences supposées pour l'instant de Mbappé. Et on sait qu'Icardi reprend entraînement que samedi, il me semble, hein.
Donc on ne sait pas encore l'état d'Icardi. Effectivement, avec ce pari-là, tout est possible, tu as raison. Donc voilà, et effectivement, pour Juan Bernat, c'est une bonne nouvelle de le retrouver un peu en forme parce que niveau des latéraux, c'était pas trop ça pendant les matchs de coupe. Donc voilà, le seul enseignement, c'est celui-ci. Et je rajouterais juste un truc, c'est que parmi les jeunes, il y a aussi Édouard Michu qui a fait une très bonne rentrée et qui est à souligner. Voilà. Très étonnant d'ailleurs, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ce genre de gabarit. Tu vois, il est plutôt fin, un peu technique. Il a du ballon lui aussi, hein, mais Yacine, il nous en parlera. Mais c'est vrai que Ouais. Yacine, hein, c'est étonnant de voir Mm. ce type de joueur, surtout en Ligue 1. Justement, C'est je vais lancer Yacine dessus. Je voulais te demander, toi, quel jeune, toi, Yass, en plus, qui aime bien être fixé sur la formation parisienne, etc., même les jeunes du centre, quel jeune t'a marqué hier dans la rentrée? Je rappelle, il y avait aussi Abdoulaye Kamara, il y avait Xavi Simons, Noguera, Michou, Bichabu, Naguera. Donc, est-ce que tu as Naguera, pardon. Et intéressant la rentrée des jeunes Naguera, ouais, qui Dembélé était aussi. trouvé des jeunes intéressants dans leur rentrée? Les deux dont on a parlé, parce qu'en fait, Michu, il est souvent comparé à Verratti, et en fait, c'est un joueur qui joue très simple, qui joue vers l'avant, qui, euh, qui fait pas dans la fioriture. C'est pas le petit qui va dribbler tout le temps. C'est vraiment un joueur très intelligent. C'est pour ça d'ailleurs que et Paris a fait le forcing pour le faire signer, mais surtout il était suivi par beaucoup de clubs. Voilà, c'est le profil qu'on voit pas souvent en France, mais c'est un vrai bon milieu de terrain. Alors encore une fois, pas d'enflammate, c'est-à-dire qu'il a 17 ans. Voilà, il y a C'est encore beaucoup de 2003, hein, chemin. je rappelle. Xavi Simons, comme Edouard Michou, c'est des 2003. Et Voilà. Camara 2004 et Bichabu, il a 15 ans. Voilà. Après, Xavi Simons, je pense que le truc, c'est qu'il lui a fallu un an d'adaptation, entre guillemets, parce que même dans les matchs chez les jeunes, il était bon, on voit quelque chose, mais il n'était pas forcément encore acclimaté. Il y avait le problème de la langue, il est parti de chez lui, voilà. Il y avait beaucoup de choses, et je pense qu'il est en train de s'habituer tranquillement à Paris. Il est en train de prendre confiance, et là aussi, on voit malgré tout, en tout cas individuellement, de belles qualités techniques, de déplacement pour demander le ballon. Mais surtout, je pense qu'il y a une ligne globale sur tous ces jeunes. Alors, c'était des matchs amicaux, Paris dominait tranquillement, mais ils ont cette confiance qui fait qu'ils ne se cachent pas. Voilà. Sur tous les matchs, on l'a vu, voilà, ils ont tous pris leurs responsabilités, entre guillemets. Alors, à plus ou moins de degrés, c'est-à-dire que des fois, ils jouent peut-être un peu trop simple, on va dire, mais en tout cas, ils n'hésitent pas à aller chercher le ballon. Après, ils prennent moins de risques parce que c'est normal, ils ne veulent pas non plus se griller tout de suite parce qu'ils savent que c'est très compliqué. Mais je trouve qu'ils ont une belle confiance en eux, ils n'ont pas hésité à demander le ballon, ils ne se sont pas cachés. Et c'est déjà quelque chose d'important, même si c'était des matchs amicaux. Ils ont D'ailleurs, joué un quart Xavi Simons, tu le voyais souvent, hein, toujours placé entre la ligne des défenseurs et les milieux. Et c'est vrai tu vois, souvent des 1-2, comme dit Yacine, il ne se cachait pas, hein, il réclamait le ballon. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est contrairement à certains milieux qu'on a nous dans l'effectif pro, lui, il cherchait toujours à jouer vers l'avant. Pas de passe latérale, pas de passe en retrait, ou en tout cas très En, peu. en plus, ils ont gardé une certaine rigueur tactique quand même, parce qu'ils ont joué un quart d'heure. Ils n'ont pas cédé face à Sochaux, qui est une équipe quand même de Ligue 2, qui a des joueurs assez confirmés, etc. Donc ils auraient pu être un peu disloqués, ne pas suivre, ne pas permuter en groupe. Et on a vu quand même qu'ils sont restés plutôt concentrés, Adrien, dans la Ils sont, rigueur tactique. voilà, ils sont restés disciplinés et comme le disait Mousse, avec cette envie de ne pas faire trop d'erreurs non plus, parce qu'on sait que ça va vite derrière sur les réseaux sociaux, que ce soit en bon ou en mauvais. Mais non, ils ont été appliqués et effectivement, ils ont donné tête à une équipe de Ligue 2 qui, elle, prépare la reprise du championnat dans peu de temps. Donc non, ils ont pas triché. Alors effectivement, parfois, il manque peut-être un peu de prise de risque, mais c'est normal. Et effectivement, Xavi Simons, on le voyait souvent essayer de demander la balle dans l'intervalle, d'être un peu frustré même de temps en temps de ne pas l'avoir. Voilà, et puis à l'image de Michu, même Case Ruiz, eh ben, on sent qu'en fait, ils ont du talent et après, c'est juste comment ils vont gérer ça. Mais bon, ça, c'est le travail des entraîneurs des catégories plus jeunes. Et de Tourelle aussi. Et Kalimundo aussi, qui a été très intéressant, je Ils trouve. jouaient tout le match en entier, hein. Ouais, il y a une action, tu sais, quand il est dans la surface et qu'il contrôle la poitrine, il est entouré de 3 joueurs, il fait parler sa puissance. Il est dos au but, il conserve le ballon, il protège son ballon. Et j'ai trouvé qu'il ressemblait un peu à Batshuayi dans sa façon de. Tu sais, tout en puissance, tu vois. Sa Et gestuelle, etc.
même dans son, dans son ouais. Il a quelque chose de l'attaquant puissant qui se retourne assez vite non, très intéressant, je trouve. J'espère qu'on le reverra souvent si par exemple Choupo-Moting n'est pas prolongé au-delà, sait-on jamais. J'espère vraiment qu'il fera partie parce qu'il peut apporter quelque chose qu'on n'a pas devant, en fait. Et puis, de toute façon, vu les priorités au mercato, c'est pas l'attaque, etc. Donc, ce sera plus le milieu et la défense renforcés. Donc, il a une vraie carte à jouer la saison prochaine en doublure de Mauro Icardi. On aura l'occasion d'en reparler. Et c'est là aussi qu'il faut qu'on voit Tourelle s'il peut inclure dans ce groupe les jeunes qui ont été intéressés ailleurs. Et d'ailleurs, Michu peut très bien faire une doublure pour Verratti. On a vu que Rennes n'a pas hésité à faire entrer dans la rotation Camavinga à 16 ans. Pourquoi pas essayer avec Michu? Moi, j'ai trouvé très, très intéressant ce joueur. C'était intéressant parce qu'il disait, l'anecdote était amusante. 2 ans avant, il était stagiaire chez Bein Sport et donc 2 ans après, il se retrouvait sur les pelouses titulaires avec le, il rentrait, c'est ses premières minutes avec le PSG en match amical. Donc c'est un bel accomplissement pour lui en espérant des lendemains encore meilleurs. Je pense qu'on a fait le tour sur le terrain et le sportif. On va passer à peut-être ce qui s'est passé hors terrain, en coulisses. C'est peut-être plus intéressant pour nous de revenir dans le podcast. C'est cette conférence de presse un peu informelle que Leonardo a tenue aux journalistes hier, comme il aime le faire, on va dire 2-3 fois par an, on va dire loin des caméras. Et Leonardo a tenu à revenir sur plusieurs sujets et faire passer quelques messages devant les journalistes. Alors, je vais vous donner quelques citations, etc., qu'il a fait, puis on revient dessus quand vous voulez. Tout d'abord, donc, il a voulu chasser la négativité ambiante née des blessures de Verratti et Mbappé. On y reviendra tout à l'heure, on fera un point médical ensuite. C'était déjà ce message qu'il avait lancé en marge du 8e de finale aller contre Dortmund. On se souvient sur le plateau du Canal Football Club. Je cite Leonardo hier. Je suis optimiste avec un groupe très engagé. On ne veut pas entrer dans la psychose. Il n'y a pas de malédiction, il faut arrêter avec ça. On a une équipe qui pourra être compétitive en quart de finale de C1. Et surtout aussi, il a rajouté, il y a vu un groupe très soudé. Je n'ai jamais vu une équipe où pour chaque anniversaire, ils sont 40. Donc ça, au moins, pour le point de vue collectif et la force du groupe, il a été clair. Mais il a aussi, le dirigeant brésilien a aussi voulu glisser quelques petits tacles, notamment au regard du contexte qui n'a pas aidé les clubs français, la crise du Covid évidemment. En cause aussi le calendrier et certains choix pour les coupes nationales. Je cite toujours Leonardo. La Coupe de France, on l'a jouée peut-être pour faire plaisir au président de la FFF, Noël Le Graët. On a une Ligue 1 qui va commencer le même jour que la finale de Ligue des Champions le 23 août. C'est vrai qu'Yacine, en tout cas sur ce point-là, Leonardo, il marque un point quand même, parce que c'est vrai que c'est un peu contradictoire ou un peu étonnant que la finale de Ligue des Champions pour tous les, on va dire, les clubs, les gros clubs européens se joue le 23 août, alors que nous, on redémarrera notre championnat. On va être un peu décalé, quoi. Ouais, après, pour moi, ils ne marquent pas de points parce que qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 3 mois? Ils ont laissé le champ libre à Noël Le Graët, donc il ne faut pas venir se plaindre aujourd'hui. Donc c'est trop facile aujourd'hui de dire et ceci et Noël Le Graët. Noël Le Graët, il vous a mis à l'amende. Vous êtes tous cachés, tous les présidents, à part Olas, mais qui a fait tellement de n'importe quoi que peut-être qu'il aurait mieux fait de se cacher. Parce qu'il a tout demandé, il a demandé l'arrêt, la prolongation, le gel du classement, le classement de l'année dernière. Bref, il a tellement tout fait qu'il s'est perdu. Mais à part lui, en tout cas, tous les autres, ils se sont cachés. Donc c'est trop facile de venir aujourd'hui dire ouais, la Coupe de France, fallait pas la jouer. Fallait envoyer la CFA. Fallait dire nous, on veut pas jouer. Fallait à un moment donné dire nous, on veut reprendre. Voilà, ils étaient où tous pendant 3 mois? Ils étaient nulle part. Donc aujourd'hui, c'est trop facile de jeter comme ça le truc. Noël Le Graët, il a pris le dessus sur vous. Voilà, il a fait ce qu'il a eu envie. Et il l'a fait, il a mis ses 2 finales de coupe en place. Et vous êtes allés les jouer. Voilà, et c'est tout. Le reste, franchement, c'est de la littérature. C'est parler dans le vide. Pour moi, c'est inutile et il ne marque pas du tout de points. Et au contraire, c'est même pour moi aujourd'hui l'inverse en tout cas. Merci Yas d'être d'accord avec moi. Non, je savais très bien, de toute façon, je voulais vous lancer un peu là-dessus parce que je savais que vous n'étiez pas d'accord avec les phrases de Leonardo. Mousse, sentiment un peu similaire à Yacine? Il a raison sur ce qu'il dit sur Le Graët. Ça, on peut pas lui enlever. Après, moi, je suis d'accord avec Yacine. Mais sur ce qu'il dit, on en parlait avec Yacine en off. Ça raconte en fait la culture foot en France. C'est-à-dire qu'on te fait reprendre une finale, on te fait reprendre le championnat le 23, alors que tu as 2 équipes de ton championnat qui sont encore qualifiées pour la Ligue des Champions. L'Olympique Lyonnais qui va jouer son 8e et en plus qui part avec à la mi-temps une qualification. Et là, ils vont faire la seconde mi-temps. Et tu as Paris qui est en quart de finale et qui joue sa place en demi-finale. Et au milieu de ça, tu as Le Graët qui te colle, qui te fait arrêter le championnat. Mais par contre, il tient sa Coupe de France, sa finale de Coupe de France. Donc oui, sur ça, il a raison. Sur ces autres déclarations, et notamment sur l'arrêt de la Ligue 1,
Moi, je suis entièrement d'accord avec Yacine. Enfin, comment tu peux venir dire que tu es désavantagé alors que il fallait parler et t'exprimer, il y avait personne. Ni Nasser El Khelaifi, ni Leonardo, ni personne. Donc, venir pleurer en disant on nous désavantage alors que tu avais l'occasion, parce que le Paris Saint-Germain, il pèse dans le paysage footballistique français quand même. Sa parole, elle pèse. Peut-être que entre si Nasser et Leonardo avaient soutenu Olas, et même si je suis d'accord avec Yacine, au début, Olas, il s'est un peu éparpillé et son discours était un peu flou, mais à la finale, c'est lui qui avait raison et personne ne l'a soutenu, que ce soit les dirigeants du PSG et tous les autres dirigeants. Et d'ailleurs, certains dirigeants, ça les arrangeait, comme Marseille, parce qu'ils avaient une qualification directe en Ligue des Champions. Donc voilà, après, on parlera un peu de la protection des arbitres, etc. Je vais laisser la parole à Adrien, mais Justement, là-dessus, franchement, Leonardo, il aurait peut-être dû s'abstenir sur ces sujets-là. Tu vois. je vais te lancer là-dessus, Adrien. Je donne déjà les déclarations de Tourelle et je te fais rebondir dessus. Donc, il est également revenu sur l'attitude de Saint-Etienne en finale de Coupe de France, où les Stéphanois ont adressé quand même pas mal de coups aux Parisiens pendant le match. Donc, je cite Leonardo. On a vu comment la SSE s'est comportée et il a regretté également, Leonardo, que Neymar ne soit pas suffisamment protégé par les arbitres. Je cite toujours le dirigeant brésilien. Vous dites qu'il fait des roulades, etc. Mais il subit trop de fautes, c'est réel, il n'est pas protégé. Et il a également critiqué l'AFLD, l'Agence française de lutte contre le dopage, coupable selon lui d'avoir effectué de trop longs contrôles avant le dernier entraînement précédant la rencontre contre Saint-Etienne. Et après, je vous parlerai, je te fais réagir dessus déjà, Adrien, et ensuite je vous parlerai par rapport il adresse un manque, il fait un rapport qu'il y a un manque d'équité face au rythme de compétition d'Atalanta Bergame. Adrien, sur les déclarations sur Neymar et sur le comportement des joueurs face à lui. Bah écoute, face à Saint-Etienne, moi ce que je comprends pas, c'est qu'on se plaint à longueur de temps que Paris joue en Ligue 1 contre des équipes qui n'ont pas d'intensité. Saint-Etienne nous rentre dedans, on fait les pleureuses. En fait, le comportement que Neymar a, c'est le comportement que le club commence à avoir. C'est-à-dire ce comportement de pleureuse, de toujours se plaindre de situations et de ne jamais savoir s'adapter. Aujourd'hui, la situation, elle est que Paris a fait un match mauvais contre Saint-Etienne, que Saint-Etienne, ils ont joué crânement leur chance. Il se trouve que bon, Loïc Perrin fait un attaque qui n'est pas maîtrisé, très bien, mais il n'y a aucune volonté de le blesser, on va pas se mentir. Et voilà, Paris se fait rentrer dedans. L'Atalanta, ils vont nous jouer, ils vont nous rentrer dedans. En demi, si on prend l'Atlético, vous croyez une seule seconde que Simeone, il va pas mettre des plans contre Neymar, un tel ou un tel. Et à la fin du match, on va dire quoi? On va encore se plaindre en disant l'Atlético, ils ont joué trop dur. Non, on s'adapte aux situations, on s'adapte aux équipes. Et j'ai un peu l'impression qu'effectivement, les excuses commencent à être un petit peu faciles du côté de Paris. Et voilà, après, comme dit Mousse, je pense que ce genre de déclaration, il devrait les garder pour lui. Paris, ils ont déjà bien la chance de tomber, même si c'est contre l'Atalanta et qu'il faudra faire attention dans le tableau le plus facile. Et bah, à eux de prouver qu'ils ont le niveau pour passer après toutes les humiliations qu'on a subies les dernières saisons, quoi. Voilà. Yacine, tu voulais réagir? Juste. Alors, le Wimbledon des bad boys, ça n'existe plus dans le football. Donc, l'intensité, pas de problème. Ce qu'a fait Saint-Etienne, je te le dis direct, ils font en Ligue des Champions, ils finissent le match à 7. Pas persuadé. Ah bah, je te le dis. Il a raison, Yacine. Adrien, c'est rouge. Moi, j'allais te répondre la même chose, personnellement. Et la sortie du gardien qui vient déboîter Marquinhos sur 30 mètres, c'est rouge. En Ligue des Champions, je te le dis tout de suite. Donc, moi, je veux bien l'intensité, il n'y a pas de problème. L'intensité, sur les actions de Saint-Etienne, par exemple l'action sur le poteau et tout, là, il n'y a pas de problème. Par contre, sur le reste, je ne suis pas du tout d'accord. Déjà, la première action sur Neymar, en Ligue des Champions, elle est déjà à la limite. Mais en fait, le truc, c'est que c'est effectivement là où je suis d'accord, c'est que la plainte, à un moment donné, il faut te taire. Tu vois, parce que c'est trop facile tout le temps d'aller chercher les arbitres, d'aller chercher ceci, cela. Ça, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Parce que, en fait, quand Leonardo fait semblant de mettre la pression, en fait, il est en train de faire tout l'inverse. Et déjà, Paris n'est pas aidé par les arbitres. Et en rajoutant ça, on va rajouter encore tout ce qui est négatif en fait autour du club. C'est-à-dire que l'histoire autour de Neymar, les blessures, etc. Et donc, je pense que encore une fois, pour moi, hier, Leonardo, franchement, il s'est trompé sur beaucoup de choses. Et sur ça, il s'est encore trompé. Parce que je ne partage pas l'avis d'Adrien sur le fait que Saint-Etienne a joué le jeu qu'il fallait. Mais par contre, je partage l'avis sur le fait qu'à un moment donné, il faut se taire. Voilà. Adrien, tu veux répondre ou je passe à la suite? Non, mais écoute. J'aimerais bien aussi intervenir. Ouais, juste, t'inquiète pas, tu vas réagir, t'inquiète pas. Je finis juste, après je te laisse la parole. Vas-y. De dire qu'en Ligue des Champions, Paris, c'est rarement l'équipe qui est au-dessus de l'autre. Donc en fait, les cartons sont plus distribués à Paris
Quel autre adversaire? L'Atlético, on les a tous vus jouer ici à peu près 1000 fois. Ils ont joué comme Saint-Etienne, la plupart du temps ils jouent comme Saint-Etienne, ils finissent jamais à 7. Donc après, après je comprends ce que tu veux dire, effectivement, Saint-Etienne, peut-être que sur le match, il mérite de finir à 9, voire à 8, je sais pas. Mais oui, mais c'est ça le problème, c'est ça. Parce que l'intensité, c'est une chose, les coups, c'est autre chose. C'est pour ça que je veux bien qu'on différencie les deux. L'intensité qu'a mis En tout cas, Saint-Etienne dans le club, oui. tu pourras jamais empêcher des équipes de mettre des L'agressivité, non. L'agression plutôt, même pas, c'est pas l'agressivité. Oui, bien sûr. Moi, ce que je voulais dire à ce sujet, c'est que si tu prends la première demi-heure, tu parlais de. C'est vrai, Adrien a raison quand il dit que on se plaint qu'en face, il n'y a jamais personne. Souvent, c'est des équipes regroupées qui jouent en bloc à 10, bloc bas, etc. Sauf que si tu prends le cas de Lyon, pour la finale de Coupe de la Ligue, la première demi-heure de Lyon, c'est ça qu'on appelle l'intensité, Adrien. Eux, ils n'ont pas mis de coups. Les Stéphanois, pendant 90 minutes, ils ont tout le temps mis des coups. Et c'est là que je rejoins Yacine. C'est qu'il ne faut pas confondre agressivité et intensité. L'agressivité, elle est nécessaire dans le football, hein. Et normalement, tu dois l'associer à une intensité. Mais sauf que ce qu'a fait Saint-Etienne, j'ai l'impression que le coach leur a dit, les gars, techniquement, vous n'êtes pas au niveau, donc rentrez-les-leur dedans. Et c'est vrai que Paris n'aime pas ça, mais tu peux rentrer dans une équipe sans forcément mettre des coups. Lyon l'a très bien fait la première demi-heure avant de baisser de pied. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Après, Lyon, ils n'ont pas les mêmes joueurs que Saint-Etienne. Chacun joue avec ses armes. Lyon, c'est la deuxième équipe, enfin la meilleure du championnat de loin. Donc, ils ont pas Non, ils besoin ont de mettre fini des coups. le classement aujourd'hui, ils sont Ouais, 7e, je mais, crois. Donc, ouais, mais tu vois, au niveau d'effectif, ils battent quand même la Juve, quoi. Ils sont capables sur un match sans mais ils se jouer sont fait agressif. battre par Bruges et par. Tu vois, je peux te sortir des Ah, comptes ça, c'est aussi, Lyon, tu vois ce que je veux effectivement. dire. C'est pour ça, c'est une très bonne équipe, Lyon, attention, hein. Mais tu vois, Saint-Etienne a fait ce qu'avait fait Strasbourg et ce qu'avait fait Nîmes, à Nîmes. Tu te rappelles la blessure quand Mbappé prend un rouge sur une réaction, tu vois comment le mec l'agresse. Et ben voilà, ça, c'est pas du foot. Ça, c'est du MMA, c'est du catch, c'est ce que tu veux, mais c'est pas du foot. Le ballon, tu le vois jamais. Tu vois que des crampons, des pieds, des mecs qui se roulent par terre. Le ballon, il vit pas. On va Enfin, c'est poursuivre. mon avis, hein, Adrien. Ah, mais- Mais c'est bien, le débat est intéressant et je vous laissais réagir dessus. On continue dans les déclarations de Leonardo hier adressées aux journalistes. Ensuite, il a parlé du rythme de compétition beaucoup plus important de l'Atalanta Bergame, hein, le prochain adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. L'Atalanta qui a joué 13 matchs officiels depuis le 21 juin, le PSG seulement 2, avec évidemment en plus les matchs amicaux. Je cite Leonardo: on a été cassé dans notre rythme par rapport au mois de mars, on arrive dans des conditions différentes des autres, et pourtant la première règle érigée par l'UEFA, on doit avoir des conditions pareilles pour tout le monde et aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Alors, Yacine, sur ça, tu es d'accord qu'il a raison ou pas? Ou il a encore tort? Mais en fait, ce qu'il dit, il a raison. Il n'y a pas d'équité aujourd'hui. Mais sauf que le problème, c'est qu'il faut savoir pourquoi il n'y a pas d'équité. Et là où il a tort, encore une fois, on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il fallait se battre pour reprendre le championnat. Si les autres, ils ont joué 13 matchs, c'est bien qu'à un moment donné, la fédération italienne a dit, vous pouvez reprendre le football. La fédération française a dit non. Donc, ce n'est pas de la faute de l'UEFA. L'UEFA demande une équité, oui, dans l'absolu. Mais après, l'UEFA, elle n'a pas dit, elle a bien dit en plus au début du Covid, chaque fédération va gérer comme elle veut. Elle a voulu mettre un coup de pression à la Belgique. Ça s'est vite retourné, elle s'est dit, ok, d'accord, on vous laisse gérer. Voilà, nous, on organise notre Ligue des Champions ou nos Coupes d'Europe, la fin. On vous laisse gérer le reste. Les classements, tout ça, c'est pas nous. Voilà. Bah, eux, ils ont fait. La Fédé a décidé de ne pas rejouer. Tu peux pas mettre ça sur le dos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Fédé française a décidé de ne pas rejouer, donc on annule la Ligue des Champions. Mais c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc encore une fois, sur le fond, il n'a pas tort. Mais sur la forme, il est en train de se tromper. Je termine les déclarations de Leonardo. Donc, il a repoussé les questions mercato, évidemment, en disant que ce n'était pas pour l'instant le sujet. Et il a conclu la réunion en valorisant une saison déjà réussie. Et Mousse, je vais te lancer là-dessus. Comment le bilan peut être négatif? On a gagné 4 titres et on est en quart de finale de C1. Et si on perd, on va mourir, a-t-il terminé avec le sourire? Par rapport à cette dernière déclaration, Mousse, Moi, là-dessus, je suis en phase avec Leonardo à 100%. Qu'est-ce que tu peux leur reprocher? Tu peux leur reprocher le contenu, le jeu, ça on l'a souvent fait ici. Mais sur le reste, évidemment, tu gagnes 4 trophées. Pour moi, ta saison, elle est réussie. Sur 4. Sur 4. Donc l'entraîneur, il a rempli ses objectifs, notamment la qualification au minimum en quart de finale, ce qu'il a obtenu. Après, on peut parler du contenu, on l'a fait. Et nous, on est des supporters, mais ça n'enlève pas notre objectivité. Et je dis ça, 2 minutes, je fais une parenthèse du coup, parce qu'on voit beaucoup de commentaires maintenant, même sur YouTube, où dès que tu n'es pas d'accord, par exemple, avec Leonardo, moi, on m'a traité d'anti-Leonardo sur les commentaires YouTube. Moi, sachez juste une chose, les gars, comme ça m'évitera de répondre sur YouTube, je ne perdrai pas mon temps.
Moi, je suis un pro PSG. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que moi, les dirigeants, les joueurs, ils passent, il y en a qui passent, il y en a qui reviennent. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, quand Leonardo fait des choses bien, on le dit toujours. Et puis quand Leonardo, d'après nous, fait des sorties qui nous paraissent voilà, Pas pas bonne. intéressantes ou pas justifiables ou justifiées, ben on va le dire. C'est tout, ça ne fait pas de nous des anti-Leonardo. On aime tous, on a adoré le joueur, on adore le dirigeant, il n'y a aucun problème. Mais les gars, il faut vous calmer un petit peu. Leonardo, il peut se tromper comme tout le monde, c'est un être humain. Et là, dans sa com, à part ce que tu viens de dire, Hugo, là, je suis vraiment 100% d'accord avec lui. Et sur la dernière phrase qu'il dit, on va pas mourir sans éliminer, évidemment, c'est une compétition. Il y aura qu'un seul vainqueur, les gars, qu'un seul. Tous les autres seront éliminés, ça veut dire ils n'auront pas le trophée. Voilà, tu commences une compétition, bah, tu essayes d'aller au bout. Si on se fait éliminer en quart, il faudra voir la manière comment on sera éliminé. Mais voilà, et on passe à autre chose. On passe à la compétition suivante. Donc les gars, il faut vous calmer sur Leonardo. Il fait des choses bien, mais il lui arrive aussi de faire des choses moins bonnes. Pour compléter tes propos, Mousse, en plus, on a assez fait de podcasts depuis le début de la saison en septembre. On est au 49e numéro pour être critique quand il le faut, pour valoriser quand il le faut. Donc, quand il faut critiquer ou quand il faut mettre quelque chose en exergue, on le fait toujours dans le podcast. On n'est pas plus subjectif pour un sujet que pour un autre. Nous, ce dont on parle et on défend et on décrypte, c'est l'actualité du Paris Saint-Germain. Après, évidemment, il peut y avoir chacun a son avis sur les sujets, sur Leonardo. Mais on a valorisé Leonardo pour son mercato, par exemple, mais on peut aussi Bah, évidemment. critiquer Leonardo sur ses paroles, etc. Non, mais c'est bien de faire un petit rappel. Ouais, tu as raison, tu as raison. C'est pour ça que je te l'ai à le dire. Et d'ailleurs, une dernière chose, pareil sur les papiers. Là, récemment, Yacine a fait un papier sur Icardi, où on a eu quelques infos en disant que le staff n'était pas très rassuré et surtout très satisfait des prestations d'Icardi et du fait qu'il n'écoute pas trop les consignes, parce qu'il y a eu très peu d'appels, on l'a vu, il a pas fait de contre-pressing, enfin je veux dire, on l'a tous vu, on n'invente rien. Donc même là-dessus, Yacine se fait insulter parce qu'il dit qu'il a été mauvais. Mais quand il a été très bon, Yacine, je peux vous sortir les papiers, il l'a encensé de la même manière. Donc les supporters, vraiment, nous sommes des amoureux du PSG, Adrien, Hugo, Yacine et toute la rédaction de Paris United, mais on ne vous rendrait pas service si on écrivait ce que vous voulez, ce que vous avez envie de lire. Nous, on n'est pas là pour ça. Et si c'est ça que vous cherchez, il ne faut pas lire nos articles. Voilà. Et sinon, j'espère que vous continuerez à les lire, hein, quand même. Non, c'est évidemment, on s'adresse pas à tous, on s'adresse à ceux qui, voilà, qui disent, qui Ah, mettent c'est parce que, tu sais pourquoi je dis ça, Hugo? Parce que de il temps y en temps. a, par exemple, Adrien qui travaille beaucoup pour Paris United et les rédacteurs pareil. Et moi, ça me fait mal au cœur, tu vois, quand je dis les mecs, ils bossent, ils sont amoureux du club, ils sont passionnés, ils se prennent la tête à regarder les matchs, à les débriefer. Et quand tu vois qu'il y a des imbéciles qui viennent, qui, sur la base du titre, vont t'insulter de Ah, mais vous êtes devenus comme l'équipe, alors qu'ils n'ont même pas lu l'article. Et c'est des articles qui traitent uniquement du terrain. Il n'y a pas de polémique dedans, il n'y a rien. Oui, Yacine est un ancien coach, il sait de quoi il parle. Ça s'arrête là, les amis, c'est tout. Il il ne faut faut le pas dire quand voir même, le mal partout. c'est une partie minime, hein, évidemment, des commentaires qu'on a. On a Oui, beaucoup de bonnes, évidemment, évidemment. etc. Mais C'est vrai c'est qu'on a voilà, souvent non, mais on a souvent tendance à parler des commentaires négatifs, mais évidemment, il y a souvent des commentaires positifs. Adrien, tu veux réagir là-dessus? Sur les Sur commentaires négatifs? la déclaration de Leonardo Ah, ou même sur. euh, bah écoute, Vas-y, tu sais, on est dans le podcast, on a un peu de temps aujourd'hui, on a plus de ah, temps. Après, on passera au point, au communiqué médical du Paris Saint-Germain, mais je te laisse réagir dessus si tu veux. non, mais écoute, Leonardo, comme j'ai rien d'autre à rajouter, il a raison là-dessus. Après, effectivement, il y a beaucoup de constats en fait sur des situations qui sont déjà établies. Donc, il y a pas trop de plus-value en fait à ces déclarations. Personnellement, c'est ce que je trouve, et je pense qu'on pense tous un peu la même chose. Après, le seul mérite que ça a, c'est effectivement bah, qu'on en parle aujourd'hui et que du coup, bah, on laisse un peu les joueurs tranquilles, ce qui n'est peut-être pas plus mal. Après, moi, j'ai juste la saison du PSG, forcément, elle est réussie, on va pas se mentir. Après, on a tellement été traumatisés les années précédentes que là, on voit enfin un petit rayon de soleil avec un tableau qui s'annonce quand même plutôt favorable. Après, ça ne veut pas dire qu'on va atteindre la finale ni la demi-finale, on ne sait pas. Donc en fait, on aurait sans doute un peu les boules de ne pas passer contre l'Atalanta. Voilà, c'est le truc. Après, oui, il n'y a pas mort d'homme, on s'en remettra, on a vécu bien pire. On va parler maintenant du communiqué médical, hein, parce que après, à la suite du match amical contre Sochaux hier, le Paris Saint-Germain a publié un communiqué pour faire un peu l'état des lieux des principaux blessés. Alors, on attendait des informations notamment sur Marco Verratti, hein, puisque nos confrères d'RMC Sport avaient sorti
avait fait savoir hier que le joueur de 27 ans se dirigeait vers un forfait mercredi prochain après une blessure au mollet. Réponse du PSG dans son communiqué, Marco Verratti a été victime d'un choc sévère mardi à l'entraînement, avec contusion importante du mollet droit et entraîné un dommage musculaire dont on précisera l'évolution dans les prochaines 72 heures. Déjà sur le point Verratti, Yacine, une inflammation, enfin une contusion importante du mollet droit comme ça, c'est quand même assez douloureux et ça demande confirmation. C'est pour ça que les 72 prochaines heures vont être importantes. Ouais, alors, rapidement, moi j'ai vu la vidéo qui tourne un peu ce matin. C'est Choupo-Moting, c'est ça, un contact à l'entraînement avec Verratti. C'est pas vraiment un contact, c'est un duel et le pied de Verratti reste planté dans la pelouse. Donc c'est pas un coup de Choupo-Moting dans le mollet de Verratti. C'est en fait, ils sont au duel tous les deux, ils jouent le ballon et le pied de Verratti passe entre les jambes de Choupo-Moting et il se bloque dans l'air. Mais quand il veut redémarrer, on sent que ça tire. Il lève la jambe tout de suite. Voilà, encore une fois, il y a deux problèmes. Le premier, c'est que c'est une blessure musculaire, donc c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Et le deuxième, c'est que sur une blessure musculaire, il y a toute cette partie où il y a peut-être du sang. Et en fait, il faut toujours attendre avant d'avoir un diagnostic plus précis. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'en fait, il ne faut jamais oublier que les blessures musculaires, elles sont dues à plein de critères. Et en fait, le problème de cette finale de Coupe de la Ligue avec ces 120 minutes, personne en fait peut les mettre de côté. Parce que Paris a joué 120 minutes dans une période de préparation, donc c'est le temps de jeu qu'on ne joue pas habituellement, sous une chaleur étouffante, parce que je rappelle que vendredi, il faisait très très chaud. Et en fait, tout ça, c'est pas prévu dans le programme. Et les blessures, elles peuvent être dues à la fatigue, à la chaleur, déshydratation, au stress. Hier, il faisait aussi chaud pendant l'entraînement, à l'hygiène de vie, évidemment. Et en fait, tout ça additionné, on n'est pas dans la bonne période. Donc, là, effectivement, il y aura, peut-être on en discutera après, mais j'en avais parlé dans la préparation du PSG. Il y a quelque chose à dire sur la préparation, pas encore une fois sur comment ça a été fait par rapport à ce qu'on avait dit, la vivacité et tout, parce qu'on ne peut pas travailler sur le foncier. Mais il y aura peut-être des choses à dire sur la date, etc., de reprise. Alors, je vais déjà terminer le communiqué, avant de parler, évidemment, de se projeter sur l'Atalanta. Dans ce même communiqué, le PSG a en revanche acté le forfait de Lemine Kurzawa pour le quart de finale de Ligue des Champions. Lui qui était sorti sur blessure contre Lyon. Le latéral gauche souffre, je cite, d'une lésion musculaire à la cuisse droite contractée lors de la finale de Coupe de la Ligue. Une reprise est prévue avec le groupe dans les 2 semaines. Donc, c'est que plutôt quand même une bonne nouvelle que Juan Bernat ait joué 1 heure hier et plutôt en forme. Et enfin, le communiqué termine sur l'état de santé de Kylian Mbappé, qui est touché à la cheville droite. Je le rappelle, depuis la finale de Coupe de France remportée contre Saint-Etienne. Je cite le Paris Saint-Germain. Il continue son protocole de reprise comme prévu. Il a repris la course sans ballon sur les terrains du centre d'entraînement Oredo. Mousse, après, Thomas Tuchel a confié... Ouais, vas-y, Yacine. Je termine sur Verratti parce que j'ai oublié un truc. Vas-y. Parce qu'il marche avec des béquilles. Alors, il faut savoir que quand on a une blessure musculaire comme ça et au niveau du mollet, pour prendre le moins de risques possible et pour soulager la blessure, il faut marcher avec des béquilles parce que le mollet, en fait, vous en servez tout le temps. C'est-à-dire qu'une blessure à la cuisse, vous n'avez pas besoin de votre cuisse pour marcher. Le mollet, vous faites ce que vous voulez, vous montez des marches, vous marchez, vous avez besoin du mollet. Donc pour soulager, il vaut mieux marcher avec des béquilles. Ça ne veut pas dire que c'est très grave. C'est ça, ouais. C'est juste une précaution. Voilà. Tu fais bien. Merci, docteur. Merci, docteur Amel. Mousse, je terminais sur Kylian Mbappé. Thomas Tuchel a confié à Margot Dumont, à nos confrères de beIN Sport, avant la rencontre d'hier, qu'il était sûr que Mbappé ne serait pas titulaire. Sa seule chance était d'être dans les remplaçants. Donc au moins sur Mbappé, et puis par rapport au communiqué du Paris Saint-Germain, on sait qu'il ne jouera pas titulaire au moins le quart de finale. Bah là, il n'y a plus de suspense. Là. Il a déclaré en conférence de presse. Et d'ailleurs, il y avait, quand on a fait sortir le papier sur Icardi, les informations qui nous étaient parvenues, c'est qu'ils étaient tellement déçus par Icardi que si par bonheur Kylian Mbappé pouvait être rétabli à temps pour le 12 août, il aurait sans doute songé à mettre Mbappé à la pointe de l'attaque et peut-être laisser Icardi sur le banc, mais en jouant toujours en 4-3-3. Ouais. Donc, s'il est dans le groupe et sur le banc, c'est déjà bien. Si le match est mal engagé, eh ben, tu sais que vers la fin, tu pourras peut-être lancer ta flèche Kylian Mbappé. Et nous, on a besoin, contre l'Atalanta, c'était vraiment le facteur X. Enfin, il y avait Neymar, mais surtout compter sur la rapidité d'Mbappé pour les contres. Donc, on va voir. Après, sur Verratti, moi, je pense que ça va être comme Mbappé. Ça veut dire qu'ils vont tout faire pour qu'il soit dans le groupe. Et si jamais on prend l'eau au milieu, bah, il pourra peut-être rentrer à la fin pour amener un peu de sérénité, pour essayer de ressortir les ballons un peu plus proprement.
Et d'ailleurs, le débat d'après, on se projettera sur quel milieu. Justement. Mais si Verratti n'est pas apte, il faut faire les bons choix. Donc, Justement. et c'est là que ça va être intéressant de voir comment le coach Tuchel, parce qu'on sait que lui, dès qu'il a des blessés, il est en difficulté. Ouais. Et Bah, comme justement, il s'occupe pas trop des remplaçants, bon, eh ben, là, les remplaçants, il faut les concerner. ouais. Donc, comment tu fais? Je vais te lancer dessus justement, Adrien, sur quel compo faire contre l'Atalanta, mais t'en parlais, Mousse. La conf de presse rapidement de Thomas Tuchel, je vous redis quand même ce qu'il a dit. Il s'est montré inquiet avant le quart de finale. Concernant Marco Verratti, nous sommes inquiets. Il a pris un gros coup. On doit attendre. Je ne sais pas exactement le diagnostic. Nous sommes inquiets. Et sur l'état des troupes en général, il a répondu pas bien. C'est une grande certitude, un grand problème. En plus, il nous manque 3 joueurs en plus avec Edinson Cavani, Meunier et Kouassi. C'est le premier match pour Juan Bernat. Thilo Kehrer n'était pas disponible en raison d'un coup contre Lyon. C'est toujours la même chose quand on arrive vers un match de Ligue des Champions. Il y a des choses négatives, je ne sais pas pourquoi. Et puis sur Mbappé, il avait rajouté on joue avec des champions, les gars. On ne joue pas un match amical. C'est un quart de finale et on arrive avec 4-5 mois de pause contre une équipe qui a fini la compétition. Il essaie tout. Kylian, il fait 24 heures sur 24. Est-ce qu'il peut y arriver? Et si oui, est-ce qu'il peut faire une grande performance? Donc lui, par rapport à Leonardo, quand même, il s'est montré plutôt inquiet. Yacine, avant de lancer Adrien, tu C'est peux pour, lever la main. pour terminer sur Mbappé, parce que pareil, on a lu des choses, il a repris la course. Encore une fois, oui, on peut reprendre la course, mais le problème de la cheville, c'est au niveau des appuis, des changements de direction. Et vous pouvez reprendre la course, faire 20 km si vous avez envie, mais le premier changement de direction, et Oui, vous si tu avez vas tout droit, il n'y a pas de souci. Ah oui, voilà. Donc en fait, on lit un peu tout. Les gens essayent de se rassurer en disant il a repris la course, mais il peut reprendre la course pendant 10 jours en ayant encore mal quand il va faire un changement de direction, un appui sur latéral. Donc ça veut rien dire du tout. En fait, il n'y a que lui qui pourra savoir s'il est capable. Mais en tout cas, il n'y a pas de signe positif parce qu'il a repris la course. Bon, on a souvent parlé dans le podcast, Adrien, je pense que tu as entendu justement que Marco Verratti et Mbappé allaient nous être très utiles pour sortir du pressing féroce de l'Atalanta. Bon, a priori, les deux ne sont pas là. Donc, Adrien, je te Oui, pose la enfin, plus question. Verratti qu'Mbappé quand même. Oui, Ouais. mais les Au deux niveau sont du utiles pour leur pressing, vitesse et leur rapidité et leur technique. On ressortir la balle rapidement et puis aussi Enfin, ensuite. je parlais en termes de pressing surtout. Tu vois. ouais. Oui, 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 bien sûr. Adrien, la question est simple, c'est comment jouer sans Marco Verratti et Mbappé? Quel compo aligner? Est-ce que ça rebat les cartes au milieu de terrain? Euh, oui et non, parce que comme disait Mousse, dès qu'il y a un blessé, Tuchel panique, et quand il panique, il met Marquinhos au milieu, déjà. Donc je pense que Marquinhos au milieu, on va pas pouvoir y échapper. Ensuite, Gay non plus. Et le Joker. Après, quel sera le troisième larron à côté d'eux? Et là, ça devrait se jouer normalement entre Paredes et Herrera. C'est Euh, gay. Non, oui, Gay et Il a dit Marquinhos, Gay, pour moi, il c'est a dit sûr. Gay Gay. titulaire. Et après, c'est Ah, lequel ah oui, pardon, excuse-moi. Tu mets Marquinhos, toi, tu mets Marquinhos gay Parce que, d'office. en fait, pas Pardon. moi, mais je pense que c'est ce que fera Oui, oui, Tuchel enfin, oui, pour oui. avoir un milieu de terrain capable de répondre au pressing de l'Atalanta. Après, ce sera forcément un milieu de terrain pas créatif, quoi. C'est ça qui me fait un peu peur et que l'équipe soit finalement coupée en deux entre ceux qui défendent trop et ceux qui attaquent trop, qui se manque de liant. Donc ce sera là tout le défi de Tuchel. Voilà, après, ce sera un choix entre Paredes et Herrera, mais c'est loin d'être mort, effectivement. C'est emmerdant, on va pas se mentir. Mais la chance qu'on a, c'est de jouer justement à l'Atalanta. Après, Yacine pourra en parler sans doute mieux que moi. Effectivement, c'est une très bonne équipe avec un collectif très bien huilé. Et sur un match, ils peuvent nous sortir comme ils peuvent nous sortir avec Mbappé et avec Verratti. C'est une évidence. Après, ce sera à Paris de trouver les solutions collectives, surtout, je pense, parce qu'on voit très bien qu'ils sont à court physiquement et que je pense que d'ici mercredi, ça ne va pas changer non plus du tout au tout. Donc voilà, les solutions, elles seront collectives, un peu à l'image de ce qu'ils ont fait contre Dortmund, sans Verratti, par exemple. Et ben voilà, faudra mettre les coronets sur la table et surtout le montrer en Ligue des Champions, ce que Paris a du mal à faire depuis quelques années maintenant. Donc voilà, au niveau de la compo, c'est surtout au milieu de terrain. Après, j'imagine qu'à gauche, ce sera Bernat, dans l'axe Kimpembe, Thiago Silva, Navas au but. Et ça, c'est aussi un truc important, je vais vous laisser la parole après, c'est que Paris n'a pas pris de but encore dans les 6 matchs qu'ils ont fait de préparation et de coupe. C'est toujours bon à prendre et on a vu que s'il y en avait bien un qui était au niveau, c'était Keylor Navas. Effectivement, tu as raison, Adrien. Notamment la finale de Coupe de Coupe de la Ligue pardon, contre Lyon. Yacine, comment jouer alors face à l'Atalanta sans Marco Verratti, sans le petit hibou? Parce que Adrien en parlait dans un milieu de terrain, c'est vrai que évidemment on pense que Tourelle va mettre Idrissa Gueye malgré ses contre-performances depuis la reprise. Moi j'aurais bien vu un petit milieu de terrain Paredes, Herrera et Gueye.
Mais après, est-ce que Tourelle fera ces choix-là? Yacine, toi, ton point de vue. Malheureusement, je pense que Marquinhos au milieu, c'est acté. Voilà, je pense qu'il y avait déjà un doute quand il y avait tout le monde. Voilà, c'est sûr. Ah ouais. Euh, voilà, il ne faut pas oublier non plus que. Parce que si tu ne mets pas Marquinhos au milieu, en fait, tu ne mets pas Silva. Enfin, tu mets Marquinhos derrière avec Kimpembe, donc tu ne mets pas Silva. Je pense que le discours de Tourelle, on l'avait déjà analysé plusieurs fois sur Silva, le capitaine, etc. Donc ça l'arrange aussi. Du coup, il y a une place pour tout le monde. Après, autour, le problème, c'est Herrera, c'est bien. On sait qu'il a le niveau. On sait qu'il a déjà fait des très bons matchs ailleurs. Au PSG, il n'a pas assez joué. Là, il a bien joué quand même. Il a fait quand même des rentrées intéressantes. Mais voilà, il a fait, voilà, contre Lyon notamment. C'est son vrai rôle. Paredes, on le sait que c'est plus un joueur devant la défense. Et le problème, c'est que ce soit à 2 ou à 3, parce qu'en équipe d'Argentine, il joue aussi comme ça. Est-ce que un peu plus haut devant Marquinhos, il serait à l'aise, il pourrait apporter? Alors moi, je pense que oui, parce qu'il a une frappe de balle, parce que techniquement, il est pas mal. Maintenant, le problème, c'est toujours un peu de se dire, ce joueur-là, est-ce que trop haut, on va pas perdre? Justement, parce que plus tu joues haut, moins tu auras de passes longues à faire, une partie de son jeu. Voilà, je sais pas. Moi, si c'était moi, je partirais. Alors, à la limite, le vrai, c'est Paredes, Gay, Herrera. Voilà, Ensuite, s'il y a Marquinhos, bah, je tenterai le Paredes, Herrera, en ayant Gay de côté. Parce que Gay, en même temps, bah, je pense qu'il peut aussi apporter. Je pense que c'est plus le joueur capable de rentrer dans le match plus facilement, justement, qu'un Paredes, par exemple. Mousse. Ouais, moi, j'aimerais carrément qu'il tente un truc inédit, en fait. Parce que là, c'est clair, enfin, clairement, il n'avait pas prévu de perdre Verratti. Je pense même qu'il était plutôt rassuré qu'il ait fait 2 heures. Donc, évidemment, je pense il avait coché pour le match contre l'Atalanta, contrairement à ce que disaient certains journalistes dans certains médias en disant que c'était fini pour Verratti et qu'il avait perdu sa place de titulaire. Ouais, il faut être fou pour penser ça quand même. Donc, moi, je me dis, au lieu de mettre Marquinhos au milieu, et que tu as un mec comme Bernat qui revient, bah, pourquoi pas tenter une défense à 3, Kimpembe, Marquinhos et Silva, ce qui permettrait à Bernat, qui est plus à l'aise offensivement, de jouer plus haut. À droite, Kerrer, il semblerait que ce soit compromis. Il te reste Dagba, mais tu peux aussi mettre un Sarabia, par exemple. Tu vois. Et du coup, au milieu, tu peux faire jouer tout le monde, en fait. Tu vois. Tu peux faire jouer, du coup. Il te reste 4 joueurs à mettre là. T'en as mis 6. T'as mis 3 défenseurs, 2 pistons, un gardien. Donc, Ouais, enfin pour le piston, je te dis Sarabia parce que Dagba, pour moi, à ce poste-là, vu qu'offensivement, il apporte rien. Après, Thilo Kehrer, il devrait être revenu normalement. Enfin, il serait peut-être à court de forme, mais il Bah, est disponible pour le match. Hein. S'il est apte, effectivement, tu peux le mettre couloir droit, ailier droit, pas de problème. Enfin, un peu plus haut comme Bernat, son penchant à gauche. Et puis après, tu me dis, il me reste 4 places, c'est ça, tu m'as dit, hein? Ouais, 4 places, bah oui, t'en as 6, il t'en reste 4. Bon, bah alors c'est foutu. Donc c'était pas le bon schéma alors, parce que je pensais que j'ai mal compté. Parce que moi, à la base, je me suis dit une défense à 3, un milieu à 5, tu vois, avec les deux ailiers. Bernat et imaginons Kerrer. Et en fait, les 3 du milieu, en fait, tu vois. Gay, Paredes, Herrera. Et après, il te reste 2 places devant. Ah oui, Icardi, Neymar. Donc, si, c'est bon, en fait. Et si, c'est bon. Bah oui, c'est bon, 5. Ah oui, Et j'ai bah, dit voilà, 4, en fait, moi, j'aimerais bien qu'il tente ça, en fait. 5, pardon. Il te reste 5 places, pardon, excuse-moi. Et ben voilà, moi, si je devais faire une compo pour être sûr tu vois, que chacun joue à son poste, et ben à part sur une défense à 3, un milieu à 5, enfin un milieu à 5, vous m'avez compris, Ouais. un 3-5-2, quoi, tu vois. Et moi, je pense que, honnêtement, moi, je pense que d'abord, Bergame serait surpris, et je pense qu'on est capable d'évoluer dans ce schéma-là. Tu veux nous faire une Laurent Blanc, quoi, comme contre Manchester City. Tu veux nous faire une dinguerie tactique qu'on n'a C'est pas. pas une dinguerie parce que Laurent Blanc, il avait aucune raison de faire ça, tu vois. Alors que Thomas Tuchel, il a toutes les raisons pour les faire. C'est différent. C'est sûr que Laurent Blanc, il avait aussi utilisé Aurier en 3e défenseur central. Enfin, il y avait beaucoup de choses aussi qui. Non, mais... je crois, il avait mis Marquinhos à droite. Hein. C'est ça qu'il avait fait, non? Non, il avait mis Silva, Marquinhos et Aurier. Et Aurier jouait stopper droit. Ouais. Ah oui, c'est ça. Après, je taquine ça, mais... Non, mais t'as pas tort, Hugo. Hein. C'est ce schéma-là. Mais moi, Enfin, Laurent Blanc, à l'époque, tout ce qu'il y avait avec, le contexte, etc., pour moi, il a pété un câble, en fait, tu vois. Ouais. C'était pas un coup tactique, surtout face au City de Pellegrini. Honnêtement, tu n'avais pas besoin de t'adapter à ce City-là, tu vois. C'était pas le City de Guardiola, en gros, tu vois.
Yacine, tu voulais En réagir. fait, il y avait deux petites choses, parce que c'est aussi une discussion qu'on a eue dans le groupe, etc. Donc, je pense que c'est une discussion que tout le monde a. Le truc, c'est que il y a deux choses. La première, c'est l'Atalanta. Je voudrais bien que les gens comprennent qu'il n'y a pas de vente de la peur, il n'y a pas de. On joue une équipe, on ne joue pas un club. D'accord. L'histoire d'un club, elle pèse sur des moments clés du match. C'est-à-dire que l'histoire des pénaltys, on sait, voilà, le Barça, le Real, on l'a souvent dit, etc. Mais quand tu es sur le terrain, l'histoire, elle pèse pas directement. D'accord. Donc en fait, on joue un club, on joue une équipe. Cette équipe, cette année, elle a fait de belles performances, notamment contre les gros en championnat d'Italie. Elle a un jeu qui est spécial et en plus un jeu qui est censé poser des problèmes au PSG. D'accord. Le faire reculer, le faire jouer bas, le presser avec des milieux de terrain, avec moins de technique, et voilà. Quand je parle de Verratti, c'est pareil. C'est-à-dire que je ne dis pas que sans Verratti, on ne peut pas gagner. Évidemment que tu peux toujours gagner et encore plus sur un match. Le truc, c'est que quoi qu'il arrive, sans Verratti, tu t'enlèves quelque chose. Tu t'enlèves des sorties de balles, tu t'enlèves la possibilité d'éliminer des joueurs, tu t'enlèves une qualité de passe. Ça, personne ne peut le nier. Ensuite, la dernière chose, c'est que, et on me le dit souvent, ouais, mais comme on le dit aussi dans plein de médias, Verratti, il était des fessées, des remontadas, des défaites. Ok, c'est vrai, il n'y a pas de problème. Alors moi, je vais juste dire deux choses. Xavi et Iniesta, ils ont déjà perdu des matchs avec le Barça. Est-ce que le Barça a gagné des grands titres sans Xavi et Iniesta? Non. L'équipe de France, autour de 98-2000, elle a déjà perdu avec Zidane. Mais est-ce elle a déjà gagné sans Zidane? Non. Voilà. En fait, c'est ça la différence. C'est-à-dire que je ne dis pas que tu ne peux pas gagner. Je dis que c'est plus compliqué et que tu perds réellement quelque chose. Parce que Ils ont gagné après l'expulsion de Zidane en 98, le dernier match de groupe. Saoudite. Hein? Non, l'Arabie Saoudite, c'est là où il prend le carton rouge. C'est Ouais. pas le dernier Non, match. Après, ils ont encore un. Mais je parle, Parce qu'il est suspendu 2 matchs. Hein. Non, mais oui, non, mais je parle de gros matchs, tu vois. Enfin, voilà. Ouais, mais moi, je suis un mec casse-couille. Heureusement, heureusement qu'ils gagnent des matchs. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on ne peut pas minimiser l'importance de ça. Et encore une fois, c'est pas vendre la peur que de dire que l'Atalanta, c'est une bonne équipe. Encore une fois, c'est pas la plus grande équipe du monde. Elle a perdu des matchs. Mais voilà. Et aujourd'hui, les supporters, on a l'impression que quand tu dis ça, encore une fois, comme l'a dit Mousse tout à l'heure, juste, je vais finir là-dessus. On pourrait très bien dire, ouais, Paris, c'est plus fort que l'Atalanta, on est meilleur qu'eux, on va les défoncer. Voilà, et après. C'est pas ça. Si on fait une émission, si on fait des papiers, c'est aussi pour expliquer ce qu'il y a en face. Sinon, c'est pareil, le soir des matchs, quand Paris a gagné la Coupe de France, je pouvais très bien écrire, on a gagné, on est heureux, une Coupe de France en plus, c'est la 13e, merci, au revoir. C'est quoi l'intérêt? C'est comme si aujourd'hui, un supporter du Milan, avec l'équipe, même s'il y a une bonne équipe, hein, mais du Milan AC, je parle, par exemple, il y a un match entre Milan AC et le PSG. Et c'est comme si, au vu du palmarès du Milan AC, le supporter milanais disait, oh, mais nous, on est le Milan AC, on va les battre. Mais voilà. Alors que sur le papier, en fait, l'équipe du jour, le PSG est supérieur au Milan AC, en fait, tu vois. Mais l'histoire du Milan AC, elle écrase celle du PSG. Il y a aucun souci là-dessus. D'ailleurs, rappelez-vous l'Ajax l'année dernière avec la Juve. Et contre le Real et contre la Juve. Tout le monde a dit, oh, c'est les petits jeunes, c'est super le football qu'ils jouent, mais ils vont se faire tarter. À l'arrivée, ils sont allés en demi-finale et ils sont éliminés sur un miracle. Ouais, et en plus, l'Ajax, dans les années 70, 80, 90, c'était quand même un club légendaire. Hein, tu vois, tu peux juste revenir sur PSG Manchester l'année dernière. Hein. Peut-être ton exemple, tu l'as. Hein. Tout le monde disait que tu allais taper Manchester, au final, c'est eux qui ont tapé. Ouais, tout le monde disait que tu allais tarter les U19 de Manchester. Exactement. Et puis, voilà. Exactement. Même l'exemple que tu cites, Yacine, pour l'Ajax, hein, tu dis, bon, tout le monde disait qu'ils allaient se prendre une fessée contre le Real Madrid, et au final, ils perdent contre un club qui n'a pas de palmarès, le Tottenham, qui avait sa place à jouer, etc. Donc, comme quoi, des fois, hein, l'histoire. Et là, c'est encore pire, c'est sur un match. Ouais. Voilà, en plus. Donc là, c'est sûr que ça change beaucoup la donne. On en a parlé souvent dans le podcast, mais c'est vrai que en jouant sur un match comme ça, sec, sans aller-retour, tu vas pas avoir le choix tu vas pas pouvoir douter ou etc. calculer. Il va falloir attaquer d'entrée. Et la dernière chose, c'est le mental. Parce que pareil, il y a eu quelques messages en disant le mental, il a jamais compensé. Et bien justement, si. Le mental, il compense sur un match. C'est-à-dire qu'en fait, la préparation athlétique, elle te permet de tenir longtemps, d'enchaîner les matchs. Mais sur un match, même si tu es un peu moins bien physiquement, ton mental, il peut te permettre de te surpasser, de faire la course qu'il faut, le tac qu'il faut. Voilà, on le dit souvent en Angleterre, tu as des équipes très moyennes qui font des résultats contre des grosses équipes. Parce qu'en fait, le public pousse et le joueur fait la course de plus, les 10 ou 20 mètres de plus pour aller tacler. Ben ça, c'est le mental. Voilà. Et ben le mental, oui, sur un match, il peut compenser certaines carences. Ouais, un dernier mot avant de conclure. Juste un mot sur Neymar quand même, parce qu'on se rappelle qu'au match retour, il a fait un gros match. Il a fait les replis, etc. C'est pour ça que je disais dans les précédents podcasts, n'oubliez pas que les mecs, quand ils sont en mode Ligue des Champions,
c'est ni une finale de Coupe de la Ligue, ni une finale de Coupe de France. Moi, je suis persuadé que Neymar, il n'a pas envie de sortir contre Bergame, et les autres non plus. Et je suis persuadé encore plus que Neymar, il veut retrouver Mbappé en demi, et que les mecs vont se battre pour les blessés qui est à côté, pour Marco, pour peut-être Icardi qui aura peut-être pas le temps de reprendre, etc. Donc moi, franchement, il faut y croire. C'est difficile parce que, encore une fois, manque de chance, on perd des titulaires indiscutables avant une rencontre importante. Mais voilà, il faut y croire. On a des très bons joueurs. On a des joueurs qui sont capables de remplacer nos titulaires. Il faut être optimiste. Et puis voilà, il faut compter aussi sur la motivation des joueurs. Ils ont l'air bien, ils sont souvent ensemble. On parle de pacte, etc. Et il y a un mot d'ailleurs que tu as dit tout à l'heure, Hugo, sur Leonardo, qui a encensé le fait que les mecs fêtent des anniversaires et Ouais. tout. Bon, il le dit hier de manière positive, sauf que quand ça s'est passé, qu'il y a eu l'anniversaire de Navas, Cavani, etc., qu'ils ont fêté entre les deux matchs de Dortmund, au camp des loges, il a tapé quand même une gueulante en leur disant que c'était des joueurs qui n'étaient pas responsables et qui renvoyaient une mauvaise image, une mauvaise image du club en ayant fait fuiter les vidéos de la fête. Donc le discours, voilà, ça m'a un peu surpris. Après, Ça. ça a aidé sa cause. Ça a aidé sa cause de groupe ensemble, etc., unis. Ouais, Donc, mais Mais c'est non, mais bien qu'ils le disent, c'est bien ouais. qu'ils le disent devant les caméras, hein, parce que ça apporte une cohésion au groupe, etc. Mais quand tu connais l'histoire, c'est marrant qu'ils prennent ça comme argument, quoi. bah, justement, moi je pense que c'est une caresse déguisée. Ça veut dire en gros, vous êtes capable, il paraît que vous êtes un groupe, il y a 40 personnes à vos anniversaires, eh ben, on va le voir. Mais moi je C'est pense que possible vraiment, qu'il l'ait dit dans ce sens-là aussi, Yacine. ouais, parce que je pense pas que justement c'était, puisqu'on connaît toute l'histoire des anniversaires et tout. Ça s'est très très mal passé d'ailleurs Voilà. au camp Et des ben loges moi je entre pense Kyler c'est un Navas et message, Leonardo. voilà, c'est un message déguisé, ça veut dire, eh ben, puisque vous vendez vos anniversaires, vous prenez en photo toute la journée tous ensemble, il paraît que vous êtes un groupe, ben, on va le voir. Mm. Moi je vous dis, ouais, c'est vrai, c'est un groupe qui vit bien, ils sont tout le temps ensemble. Montrez-le nous. Mais Bah, c'est sûr que ça a une. c'est ce qu'ont fait les Parisiens à la fin de PSG Dortmund. Ils ont tous regardé Léo en lui disant, tu vois, Ouais, tu on sais, en avait parlé la semaine dernière. Ouais. voilà, tu vois. Et ensuite, ils lui ont dit, voilà, on a fêté l'anniversaire, on était peut-être un peu alcoolisés, mais on a rempli notre objectif. Adrien. Ouais, non, mais tu as une double pression contre l'Atalanta, parce que tu as la pression de gagner ton quart et la pression de jouer contre une équipe qui est outsider. Donc en fait, si Paris perd, on dira, ouais, c'est la honte, vous avez fait votre pacte, ça tenait pas debout. Et si on gagne, tout le monde dira, c'est normal, c'est l'Atalanta. Donc en fait, il n'y aura pas vraiment de prestige à gagner l'Atalanta, si ce n'est d'arriver forcément en demi face à un adversaire où là, pour le coup, ce sera 50-50. Donc Paris a énormément à perdre sur ce match. Et effectivement, les joueurs ont beaucoup parlé. Et comme disait Yacine, je pense que sa petite anecdote sur les anniversaires, c'est pour leur mettre une pression. Il est adepte du double discours permanent, Leonardo, et il fait passer ses messages. Et voilà, tout le monde est au courant, tout le monde sait ce qu'il a à faire, je pense, dans l'effectif. Après, je pense que c'est une vérité de dire que Paris, ils seront prêts le jour J. Du moins, dans l'envie, il n'y aura pas de problème. Après, on n'est jamais à l'abri de se manger un penalty dès la deuxième minute, un carton rouge. Je prends souvent cet exemple-là, mais la Russie a bien battu l'Espagne en huitième de finale de la Coupe du Monde. Et voilà, ça peut arriver. Et ce sera comme De ça. toute C'est le façon, football. Adrien, la pression, quoi qu'il en soit, elle est sur le dos des Parisiens. Parce que Ouais. Bergame, s'ils sortent, bah, on saluera leur parcours et on dira que c'est un parcours héroïque et on va les encenser dans la presse italienne. S'ils gagnent, bah, ils auraient créé l'espoir parce que c'est le tout petit Bergame avec un petit budget qui a sorti le monstre parisien et tout ce que ça représente. Donc voilà, la pression, elle est sur les joueurs du PSG, hein. Quoi qu'il arrive, maintenant, c'est à eux de servir de cette pression pour que ça se transforme en motivation. Et comme je te l'ai dit, je pense qu'aucun membre de l'effectif ne veut perdre, ne veut sortir contre Bergame. Bon, un petit prono avant de conclure le podcast. Là. Je sais que c'est difficile hein, parce qu'il y a beaucoup d'absents, etc. Mais allez, on se mouille un peu. Je commence avec toi, Yacine. Un petit Oh, depuis qu'on fait des pronos, on n'en est pas eu un de bon. J'arrête Bah, là. justement, essaye de changer la donne. Tente un truc, je sais pas. Non, mais je pense qu'il y aura des buts. Je pense que ce sera. Franchement, je vois Paris gagner 2-1. Euh, Mais quoi qu'il arrive, je précise pour tout le monde là qui va écouter. Même si Paris doit être nul et dégueulasse les 3 prochains matchs, mais aller au bout. Mais évidemment que je prends, je tiens à le préciser. C'est-à-dire que j'aime le jeu, mais j'en ai rien à foutre, hein. Ah, c'est clair que pour une finale avec des champions, le jeu, on n'en parlera pas trop dans le podcast. Ouais, Non. c'est clair. On reviendra dessus. Mousse, prono.
C'est dur, hein, Je- je sais, c'est compliqué, hein, mais bon. c'est dur, mais je pense qu'effectivement, ils attaquent tellement Bergame que je pense que. Après, même si on a un excellent gardien, hein, donc je pense qu'on peut prendre un but, mais je pense qu'on en mettra un de plus que l'adversaire. Voilà, je sais pas moi, 3-2, Non, mais 4-3, un but de plus que 2-1. l'adversaire, je prends, ça marche dans les cotes Ouais, pour les voilà, c'est ça. équipes, Un etc. but de plus que Bergame, voilà. C'est le conseil prono de Mousse, mettez votre argent dessus. Adrien, toi en plus, qu'il fait souvent des articles pour les paris, etc., sur les matchs du PSG. Alors, toi, C'est tu lui dis le Bah ouais. spécialiste. Écoutez c'est ses lui pronos. Non, mais ça me met une qui va te double donner tes pression là. cotes, hein. Vous allez mettre la daronne à l'abri, comme dit Adrien. Ouais, il faut, il faut. Non, mais écoute, s'il n'y a pas de blessés supplémentaires parce qu'on n'est pas à l'abri ou un cas de Covid pour Neymar, j'en sais rien. En tout cas, je, je devrais juste. T'imagines Moi, pas trop le pire, toi, c'est bien. Un Ouais, cas de c'est Covid, clair. avec Paris, un faut, qui faut toujours décède, imaginer un le pire. truc, j'en sais rien. Non, Toi, écoute, tu veux te faire insulter dans les commentaires, toi. Ah, Ah, tu veux te bah, faire insulter. c'est pas grave, c'est pas grave. Écoute, moi, je vois Paris qui passe et je sais pas. Moi, je vois bien, ouais, un petit 3-1. Voilà, Bergame qui craque à la fin du match parce que effectivement, c'est une équipe qui est un peu joueuse et j'ai bien peur que pour eux, il se Et passe. d'ailleurs, le gardien est peut-être forfait, c'est pas encore officiel, mais leur gardien titulaire a grande chance d'être forfait. Donc, c'est encore un. Ça peut Voilà. rééquilibrer Moi, je vous les choses. annonce 3-1 avec minimum un but de Neymar. Voilà, on verra Ah, bien. Si vous me suivez, si vous voulez mettre la daronne à l'abri, suivez-moi. Sinon, écoutez les deux autres, c'est pas grave, les gars. la cote du but d'Icardi elle va être intéressante aussi, parce qu'il est pas très bien, donc il y a moyen elles soient intéressantes à jouer. Bon, en tout cas, bah, les amis, on se donne rendez-vous après le match. Hein, contre... et toi, parce que tu vas pas moi, t'en sortir comme ça. moi, je dirais 2-1, moi. Je dirais 2-1 pour le PSG. Ou 2-2, et ça se joue aux prolongations. Parce que je pense que quand même, ça va être assez compliqué. Mais bon, après, l'avantage, c'est que c'est sur terrain neutre, sans public, etc. Ça remet un peu, on va dire, les conditions un peu à zéro. En tout cas, pour ce qui est de l'ambiance, du mental, etc. Parce qu'on a souvent dit, le Paris Saint-Germain, quand ils jouent à domicile, ils ont peur. Quand ils sont à l'extérieur, pression du public, etc. Au moins, on n'aura pas toutes ces questions. Mais au moins, on exclut toutes ces questions. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on a combien de fois on a fait de débats sur avant Dortmund, le mur jaune, etc. Voilà, ça a pris je ne sais pas combien de mais d'ailleurs aussi dans les podcasts, on en a parlé. Mais au moins, on n'aura pas toutes ces questions. Ça sera le terrain et le terrain. Bon, en tout cas, on se donne rendez-vous, hein, les amis, après le quart de finale. Hein, donc Le lendemain, jeudi podcast prochain, direct. on sera là pour débriefer tout ça pour le quart de finale du Paris Saint-Germain contre l'Atalanta. Donc d'ici là, portez-vous bien. On espère aucune mauvaise nouvelle médicale pour le Paris Saint-Germain. Et puis on souhaite bon match à tout le monde et surtout au Paris Saint-Germain. Allez, salut tous. Salut à Salut à tous. Salut, tous. salut à tous.